Bonjour à tous. D'abord, en préambule, bien sûr, remercier les organisateurs de ce festival, et en particulier Christelle Gazot, à qui j'adresse un amical salut. Peut-être je me présente, donc Sébastien Ménétunière, je suis docteur en droit de cette maison. Je suis directeur de cabinet d'une collectivité dans la vraie vie, entre guillemets, et j'anime un blog relatif à des séries qui s'appelle spinoff.fr, qui est un blog en fait qui constitue une base de données et un blog participatif où les gens peuvent commenter, délibérer sur les séries. C'est donc l'objet de ma présence. Peut-être que chacun peut aussi se présenter, Monsieur de Saint-Victor ou Monsieur Dalla Chiesa. Sì, mi presento, sono Nando Dalla Chiesa e intanto mi scuso per non sapere parlare francese. Alors, c'est donc Nando Dalla Chiesa, il se présente, il s'excuse avant toute chose de ne pas parler français. Mi occupo di questi argomenti come sociologo della criminalità organizzata, che è la sociologia della criminalità organizzata è la materia che insegno all'Università di Milano. Donc il s'occupe de ces thématiques en tant que sociologue de la criminalité organisée, et c'est une discipline qu'il enseigne à l'Université de Milan. Je suis Jacques de Saint-Victor, je suis professeur d'histoire du droit, donc pas spécialiste de l'histoire de l'Italie contemporaine, mais je me suis intéressé aux questions mafieuses parce que j'ai enseigné pendant quelques années à Rome 3, et parce que ces questions sont étroitement liées, on le verra probablement dans la discussion, à la question du pouvoir. Et comme l'histoire du pouvoir m'a toujours passionné, c'est comme ça que je suis arrivé à étudier les questions des mafias, parce que, notamment en Italie, on a les instruments pour pouvoir mieux analyser ce que généralement on ne dit pas quand on est historien du pouvoir, c'est-à-dire les dessous de ces liens parfois qu'on appelle en Italie les liens scélérats qui peuvent exister entre le pouvoir et ces formes de criminalité organisée qu'on vient de voir dans ce téléfilm. Alors, peut-être avant d'aborder le fond de la question, qui bien sûr concerne ici la mafia en tant qu'institution politique particulièrement, je vais me permettre un rapide propos introductif sur l'univers sériel, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre et ne peut pas partager en fait le débat sur le fond sans comprendre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'abord une œuvre de fiction, une œuvre sérielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gomorrah en fait s'inscrit dans un univers très concurrentiel en matière sérielle, et assez significatif de la production sérielle italienne à mon avis. Le contexte en fait aujourd'hui de production de séries au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle la peak TV, qui est une expression qui a été forgée par le président d'une chaîne américaine qui s'appelle FX en 2010. Et la peak TV, ça signifie en gros qu'en 2010, il y avait à peu près 200 séries qui étaient produites et diffusées sur les ondes américaines, et aujourd'hui on est à peu près à 450. Donc de fait, on se situe dans un univers extrêmement concurrentiel, et de ce point de vue, si on conjugue ça en plus avec ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire une façon de consommer des séries qui a profondément changé. Avant, on regardait, ma génération par exemple, je suis pas si vieux que ça, mais quand même, on regardait les séries avec un épisode chaque semaine, on attendait patiemment la suite de l'histoire. Aujourd'hui, les diffuseurs comme Netflix, Amazon, Hulu par exemple, sont des gens qui diffusent tout d'un coup, et donc ça oblige à consommer les séries de manière différente. Du coup, les diffuseurs de séries, en fait, essayent de trouver des stratégies pour être concurrentiels sur ce marché. Et il y a grosso modo trois stratégies, et Gomorrah s'inscrit dans l'une d'elles, hein, bien sûr. La première stratégie, c'est de faire de la coproduction, c'est-à-dire essayer de mutualiser les coûts. L'Italie, par exemple, a longtemps fait ça. La Rai Uno, dans les années 70, coproduit beaucoup de séries avec, soit, par exemple, à l'époque, Antenne 2, ce qu'on appelait Antenne 2, mais surtout avec la BBC, par exemple, ce qui lui permettait de gagner des prix et donc d'affirmer une forme d'identité narrative assez forte sur la question. Et puis, aujourd'hui, par exemple, Sky, qui est le diffuseur de Gomorrah, Sky fait de la coproduction avec, par exemple, BBC, beaucoup, ou avec des chaînes nordiques, par exemple. Le Canal, par exemple, fait ça aussi très bien. The Tunnel, si vous l'avez vu, qui était l'adaptation d'une série nordique qui s'appelait Bron, qui diffusait sur SVT. Le deuxième modèle, c'est le modèle Netflix, Amazon, c'est-à-dire en fait on achète des séries originelles
étrangères, et on essaie de s'attaquer à des marchés aujourd'hui qui n'existaient pas. Par exemple, Netflix le fait très très bien avec le marché indien, Amazon aussi, et le marché sud-américain. Après, en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais ils ont quelques séries allemandes, espagnoles et italiennes, notamment une série sur la mafia qui s'appelle Suburra, qui est l'adaptation en fait d'un film sur la mafia et qui est la réponse à Gomorrah. Et enfin, le dernier modèle, c'est le modèle que Sky a produit, c'est le modèle d'avoir des antennes en fait locales, enfin nationales, Sky Italia en l'espèce, qui est donc le diffuseur de Gomorrah, et d'essayer ensuite de vendre l'œuvre à l'étranger. Et c'est assez intéressant parce que ce modèle-là ne peut marcher que si on a une identité narrative qui est très très forte. Et donc Sky Italia a fait le choix, en fait, au début à la fin des années 2000, de produire des séries qui racontent l'histoire de l'Italie, et particulièrement l'histoire mafieuse. Par exemple, la première série produite par Sky Italia, c'est une adaptation en série d'un film qui s'appelle Romanzo Camnari, et ça a été un grand succès, ce qui les a ensuite amenés à faire Gomorrah en 2014. Ensuite, ils ont fait 1992, 1993, qui sont des séries en fait sur l'affaire Manopolite, que je pense que le professeur Nando Dalla Chiesa connaît très bien, forcément. Et donc du coup, il faut comprendre en fait ça, parce que lorsqu'on décide de faire ce choix-là en fait en termes d'histoire, forcément ça interroge sur est-ce que ce qu'on va raconter est proche du réel ou pas. C'est-à-dire que est-ce qu'on raconte vraiment quelque chose de fictif, ou est-ce qu'on raconte quelque chose qui vraiment relève d'une entité nationale ? C'est pas anodin de voir en fait des séries sur la mafia se multiplier aujourd'hui en fait en Italie. La première grande série sur la question, c'était Il Capo dei Capi, qui racontait l'histoire de Totorina, le grand chef de la Cosa Nostra, qui est une série assez fantastique, mini-série. Allez la regarder si vous avez le temps. Et donc du coup, aujourd'hui, Gomorrah, pour bien comprendre, Gomorrah, c'est 170 pays qui la diffuse. C'est l'un des plus grands succès mondiaux, en fait. Du coup, et pour lancer cette fois-ci les parce que j'étais un peu long, pardon, moi, personnellement, ça m'interroge sur deux choses. Premièrement, est-ce que pourquoi aujourd'hui on a autant de séries sur la mafia en Italie ? Est-ce que c'est une libération de la parole ? Est-ce que par exemple le livre et puis le film Gomorrah ont vraiment libéré la parole et permis en fait ceci, ou est-ce qu'au contraire c'est une stratégie commerciale, vraiment purement commerciale dans un univers concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'opportunité, c'est une vraie question de ce point de vue-là. Est-ce que vraiment on parle facilement de la mafia dans les œuvres de fiction et pourquoi donc ? Et ensuite, est-ce que ce que représente Gomorrah est vraiment proche de la réalité ? C'est-à-dire, est-ce que véritablement on a une représentation géographique, politique, économique, qui est proche de la réalité avec Gomorrah. Donc c'est un peu là-dessus que j'aimerais interroger mes prestigieux compères. Je sais pas qui veut réagir. Comincio io. La prima questione, se si è liberata la parola. Io credo che la parola sia stata sempre molto usata in Italia, anche a sproposito. Spesso anche i ragazzini in una scuola ti dicono il professore è un mafioso, tu dici perché? Perché fuma durante le lezioni. Cioè la parola è molto libera. Alors, à propos de la libération de la parole était déjà libérée, puisque en Italie, enfin, le terme mafieux est quand même utilisé souvent pas uniquement en référence à la criminalité organisée, puisqu'on peut dire le prof est un mafieux parce qu'il fume en cours. È diverso denunciare l'esistenza della mafia dove c'è, ma qui non è la parola, qui è il fatto che è difficile da denunciare. Questa è casomai la difficoltà. La difficulté, en revanche, est de dénoncer la présence de la mafia, de dénoncer l'existence de la mafia, et c'est là-dessus qu'il y a un problème de parole. È il fatto che è difficile, ecco. Voilà, c'est le fait même de dénoncer non la parola, qui est difficile et pas la parole en soi. Molti parlano sempre, penso nel nord Italia, tanti parlano di mafia, quello è un mafioso, però poi dicono ma qui la mafia non c'è.
Beaucoup, en particulier dans le Nord, parlent de mafia, de dire ah mais celui-là c'est un mafieux, comme si le mot était un peu galvaudé. Mais en fait, quand il s'agit de parler vraiment de la réalité mafieuse, on dit ah non la mafia n'existe pas. Quindi grande uso della parola e poco riconoscimento del fatto. Voilà. Grande utilisation du mot, mais peu de reconnaissance de la réalité, du fait en soi. Per quanto riguarda la rappresentazione della realtà geografica, sociale, io devo dire che è una rappresentazione molto molto parziale. En ce qui concerne la représentation du fait, enfin de la criminalité dans Gomorra, c'est une représentation qui est tout de même très partiale. Enfin, partiale et partielle, puisque on a les deux. Io ho portato alcune volte i miei studenti in questi luoghi. Et j'ai amené plusieurs fois mes étudiants dans ces lieux-là. Donc là, c'est les quartiers de Scampia et Secondigliano. Scampia, Casal di Principe. Casal di Principe aussi, qui est la ville en province de Caserta. Abbiamo sempre scoperto delle realtà che in questi film non ci sono. Et nous avons toujours découvert des réalités qui ne sont pas représentées dans ces films-là. E questo naturalmente ha posto dei problemi a tutti. Perché quando si racconta Gomorra il resto della società non esiste? Voilà, ce qui pose naturellement des problèmes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que quand on raconte Gomorra, tout le reste de la société n'existe pas? Di quella società. De cette société-là. Oui, si je me permets juste de rebondir après, c'est que, par exemple, dans la série, l'univers urbain est extrêmement représenté. Par exemple, dans le film, au contraire, on a la dimension périurbaine, quasiment campagnarde, qui est très forte. On voit bien en fait les liens entre la ville et les villes environnantes. Et dans la série, par exemple, ça n'existe quasiment pas. Tout se passe quasiment dans des quartiers en fait urbains très pauvres, notamment effectivement autour des Voiles, dans le quartier de la Scampia. Et du coup, je pense que ça interroge beaucoup sur la représentation qu'ont les Italiens de la ville en tant que telle, c'est-à-dire quelque chose de forcément très dépréciatif et contrôlé par la mafia dans ces quartiers où, très pauvres, où le taux de chômage est de 50 à 60%. Je disais que ça donnait une représentation de la ville très dépréciée, en fait, dans des quartiers très pauvres contrôlés par la mafia. C'est ça l'image que ça renvoie, en tout cas. No, non è un problema di rappresentazione spregiativa dei quartieri poveri. C'est pas un problème de représentation. Vous avez dit le mot. Non, mais oui, mais l'adjectif c'était voilà, dépréciatif de la ville et des quartiers. Cioè, se noi siamo andati a Scampia e ci siamo arrivati in un orario pericoloso per questo, cioè alle 6 di sera in marzo, quindi all'imbrunire, mentre faceva buio. On est arrivé à Scampi à un horaire en plus où il était un horaire dangereux, c'est-à-dire à 6 heures du soir au mois de mars, donc quand le soleil commence à se coucher et que la nuit tombe. E fisicamente l'ambiente era degradato. Physiquement, l'environnement est dégradé. Ma socialmente abbiamo incontrato gruppi di persone che sono impegnate a migliorare quel quartiere, sono impegnati a istruire i bambini che vanno poco a scuola, a far fare dello sport a bambini che se no sarebbero sulla strada. Mais socialement, on a rencontré des gens très engagés, que ce soit auprès des enfants, pour les instruire, pour leur faire du sport. Persone impegnate a dare decoro al quartiere e alle case. Des personnes qui étaient engagées à embellir le quartier, enfin, à le remettre un peu en état. Ed eravamo in scantinati molto degradati. Quindi il problema non è il degrado fisico, il problema è che lì si trovano altri tipi di persone negli stessi posti.
altri tipi di persone. Le problème n'est donc pas les quartiers, les bâtiments qui sont dégradés. Le problème, c'est que dans ces bâtiments dégradés, on trouve d'autres personnes, des figures positives, des figure positive. Sì, questo è un universo totale. Non c'è. Ecco. C'est un univers total qui n'existe pas tel quel. C'est-à-dire qu'il y a forcément un pendant positif et des gens qui font des actions sociales positives. Voilà. Ma l'ho imparato sul posto. Voilà. Et il s'en est rendu compte en y allant, en allant dans ces quartiers. Oui, je voudrais revenir sur les 2 points. La mafia, on en parle beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec Nando de la Chiesa. On a même parfois l'habitude maintenant d'en parler peut-être un peu trop, ou en tout cas de la voir partout, y compris là où elle n'est pas. C'est une caractéristique de l'Italie, mais ce n'est pas une caractéristique immuable de l'Italie, car il y a eu un véritable changement. Je pense que jusque dans les années 70, au contraire, on n'en parlait pas du tout. Et du reste, en parler, parfois, dans certaines zones, pouvait être quelque chose de embarrassant, peut-être même dangereux. Je prends un exemple que tout le monde connaîtra ici en France. Le Guépard, le très grand roman de Lampedusa, parle en réalité d'un personnage mafieux, donc Calogero, mais il n'évoque à jamais, évidemment, cette caractéristique, parce que dans les années 50, Lampedusa habitait dans une vallée où il y avait une empreinte mafieuse extrêmement forte. Et donc, jusque dans les années 70, on n'en parlait pas, et les rares qui en parlaient étaient en effet immédiatement accusés d'être soi-disant des communistes ou des personnages de toute façon extravagants. Et c'était une façon, en effet, de permettre à ceux qui y avaient intérêt de dire ici, la mafia n'existe pas, c'est une invention. Ça, c'est quelque chose qui a complètement changé à partir du début des années 80, avec les événements tragiques qui se sont multipliés en Sicile, et qui ont, à un moment, du fait des stratégies délirantes d'un des chefs de la mafia dont vous avez parlé, puisque c'est l'histoire, en effet, de ce Totorina qui est évoqué dans ce très beau feuilleton dont vous avez parlé, et qui n'est pas, je crois, traduit en français, et qui n'existe pas en français. Ah si, il existe ? Il tourne dans les prisons françaises. Enfin, il y a des détenus français qui sur les Capo dei Capi. Le Capo dei Capi existe en français. La version française des Capo dei Capi existe et rencontre un grand succès dans le monde carcéral. Ah d'accord, bon, j'ignorais, je l'ai vu en italien, mais je l'ignorais qu'il existait en français. Je vous le dis de mon expérience personnelle, pas du monde bien. carcéral, mais... Mais ça serait une belle expérience, en effet. Et donc ça, c'était le premier point. Je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que, revenons peut-être à l'univers français, qui peut être intéressant pour faire comme comparaison. Nous avons, nous aussi, en France, des zones qui sont à peu près similaires à celles qui nous ont été présentées dans ce film, avec évidemment, il faut toujours faire mutatis mutandis, c'est évidemment pas les mêmes types d'organisations criminelles, mais si vous allez dans le nord de Marseille, si vous allez dans certaines régions du sud-est de la France, on n'en parlera jamais. Donc si vous voulez, nous sommes en France plutôt dans la situation des années 70, plutôt que la situation italienne. Alors il y a un double... C'est très difficile d'envisager les choses tranquillement, parce que un jour, je discutais avec un des responsables de la lutte anticorruption, qui à l'époque était encore à la Cour de cassation, et il disait, vous avez la chance en France, finalement, vous ne connaissez pas ces problèmes de mafia, enfin de criminalité organisée. C'est vrai que c'est assez peu connu. Par exemple, les étudiants en droit, je pense qu'il y en a ici, les étudiants en droit français ne connaissent absolument pas du tout la structure du crime organisé en France, là où en revanche les étudiants italiens connaissent très très bien l'histoire de la mafia, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, parce qu'elle a été beaucoup plus spectaculaire, mais néanmoins notre histoire n'est pas non plus tout à fait secondaire. Eh bien, cet élément d'ignorance, disait ce responsable, est finalement une chance pour les Français, parce que au moins vous conservez encore une certaine confiance dans l'État. Et c'est vrai que, pour terminer sur ce premier point, ce qu'a dit Nando de la Chiesa, je le comprends très bien, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance en Italie à voir de la mafia partout, et ça nuit, paradoxalement,
au juste combat qu'il faut mener et se concentrer précisément sur les vrais problèmes mafieux. Le deuxième point que vous soulignez concernant la présence urbaine, je crois que la différence qui existe entre le film et le début de la série, j'ai pas vu toute la série, donc, mais c'est qu'on ne parle pas dans la série en fait, il y a deux Camorras, pour simplifier. Il y a la Camorra urbaine et la Camorra rurale. Et elles n'ont pas la même histoire, et elles n'ont pas surtout la même importance. Paradoxalement, dans l'histoire de la Camorra, la version urbaine, celle qu'on vient de voir, c'est la moins puissante, la moins prestigieuse. C'est paradoxalement la Camorra rurale, celle de Casal di Principe et d'autres, qui a eu pendant longtemps le plus d'importance parce qu'elle a des phénomènes assez semblables, même si elle est moins puissante, à la mafia italienne, à la sicilienne, si vous voulez. Elle a un contrôle de territoire beaucoup plus important. Là où il y a toujours eu, à Naples, centre, dans la ville, du fait même de ces proximités de territoire, eh bien, ces luttes de territoire dont on voit un début, là, dans l'extrait de cette première partie. Et donc, c'est ce qui explique que probablement, là, vous n'avez qu'un univers urbain. Hein. Et je finis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nando Della Chiesa, et c'est très frappant pour moi qui vis une partie de l'année dans le sud de l'Italie. C'est la différence justement des anticorps sociaux qui se sont développés en Italie vis-à-vis de ce problème de la criminalité organisée. Alors moi, je comprends le réalisateur. Il est peut-être pas évident de montrer aussi tout ce mouvement anti-mafia qui est actif. Et ça aussi, c'est une grande différence, par exemple, avec ce qu'on peut connaître comme situation, par exemple, en Corse, où il n'y a absolument pas ce genre de mouvement, puisque nous sommes dans une situation, au contraire, où nous restons dans le domaine du déni pur. Aussi bien les victimes d'ailleurs que évidemment les acteurs. Donc vous voyez, c'est vrai que l'Italie a fait des pas en avant considérables depuis les années 80. Elle s'est même dotée d'une législation à la suite de l'assassinat tragique du père de Nando Della Chiesa. Elle s'est dotée d'une législation extrêmement avancée pour pouvoir combattre ce phénomène. Et donc c'est peut-être aussi une raison pour laquelle on en parle autant, parce qu'on la connaît beaucoup mieux que dans d'autres pays, on connaît beaucoup mieux que dans d'autres pays ce phénomène. Alors ça ne veut pas dire que dans les autres pays, il existe une mafia, au sens criminologique du terme, mais ça n'est pas parce qu'il n'existe pas une mafia qu'il n'y a pas des criminalités organisées extrêmement puissantes. Alors peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on décrit souvent en fait les phénomènes de criminalité organisée comme des écosystèmes, des choses où, enfin des systèmes en fait politiques, économiques où sont imbriqués les forces de police, le politique, les mafieux, etc. L'une des faiblesses de Gomorrah, de la série à mon avis, c'est justement qu'elle décrit assez peu ce phénomène-là, y compris les aspects aussi positifs de cet écosystème. Elle le fait assez peu. On voit, il y a une scène qui est assez intéressante dans le premier épisode, voilà, qui est un faux ami, c'est-à-dire qu'en fait ça revient assez peu, un petit peu dans la saison 3, mais ça revient assez peu. Là où par exemple, si on prend des mécanismes de criminalité organisée aux États-Unis, parce que souvent Gomorrah est comparé à un modèle qui s'appelle The Wire, la grande série de David Simon, et dans The Wire, on voit très bien, saison après saison, cet écosystème se créer où on a effectivement le monde éducatif, l'influence sur les jeunes, l'influence sur la police, l'influence sur le politique, et ça dans Gomorrah on le voit assez peu, où on se concentre plutôt sur le clan. Mais du coup, ça m'interroge sur la gouvernance en fait de ces institutions politiques, entre guillemets, au sens premier du terme. Il y a deux modèles, grosso modo, dans Gomorrah qui sont décrits, et du coup, j'aimerais que mes collègues réagissent. Le premier modèle est un modèle assez vertical, quasi féodal. C'est le modèle en fait de Don Pietro, c'est-à-dire il y a un chef véritablement qui décide de manière très jupitérienne, certains diraient aujourd'hui, et puis un modèle plus horizontal, plus de coopération entre plusieurs organisations à l'intérieur d'un ensemble, qui est un modèle historique qui a existé bien sûr sur le modèle mafieux, qui est le modèle que défendra Ciro, le personnage de Ciro dans les saisons ultérieures, qu'on voit un petit peu dans la saison 3 aussi se mettre en place. Et du coup, j'aimerais savoir si aujourd'hui la mafia est organisée véritablement de manière pyramidale, ou est-ce qu'au contraire, notamment par le fait que les grands chefs ont été capturés ou tués pour certains, ou au contraire, est-ce qu'on a une organisation plus en réseau, comme on le décrit parfois aujourd'hui?
La camorra non ha mai avuto una struttura unitaria gerarchica. La Camorra n'a jamais eu une structure pyramidale hiérarchisée. È un arcipelago di clan. C'est un archipel de clans. Quindi 2 volte ci hanno provato. Uno strategicamente Raffaele Cutolo, che voleva fare la nuova camorra organizzata e raccogliere tutti i clan intorno al suo potere. La première tentative, donc au début des années 80, Raffaele Cutolo, qui a voulu justement fédérer les clans et créer un modèle organisatif sul modello di Cosa Nostra. Sì, sul modello di Cosa Nostra. Sur le modèle de la mafia sicilienne a échoué. E un'altra volta i casalesi, di fatto, non l'hanno teorizzato, ma stavano trasformando la camorra in qualcosa di simile, non uguale, qualcosa di simile a Cosa Nostra. Et le clan des Casalesi, donc de Casal di Principe, donc un clan rural, a non pas théorisé comme Cutolo, mais mis en pratique en fait ce modèle un peu plus vertical en assujettissant un peu les autres clans. Però io volevo fare un'osservazione che credo che sia importante per l'effetto che produce questa serie sul modo di pensare degli spettatori. Je voudrais faire une observation sur l'effet de cette série, que cette série produit sur la façon de penser du spectateur. Perché si diceva non si vede il sistema, non si vede la società. On dit qu'on ne voit pas le système, qu'on ne voit pas la société. Ma questo non ha soltanto l'effetto di nascondere il buono che c'è. Voglio fare raccontare quello che dicevo ieri sera. Allora, traduco. Sì. Que le fait de ne pas montrer ce qu'il y a de positif n'est pas le seul effet de ce choix-là cinématographique. Et il nous racontait une anecdote qu'il nous racontait hier soir. Quando ho visto la prima volta Gomorra, io sono uscito dal cinema con mia moglie e gli ho detto qui manca qualcosa. La première fois qu'il a vu le film Gomorra, il est sorti du cinéma et il a dit à sa femme, il manque quelque chose. E all'inizio non riuscivo a capire che cosa. Poi gli ho detto qui manca un prete, qui manca uno studente, qui manca un giornalista, qui manca un sindacalista, manca qualcuno delle forze dell'ordine. Il dit donc qu'il manque quelque chose, il manque quelqu'un, il manque un prêtre, studente, un étudiant, ho dimenticato l'insegnante, l'enseignant, le syndicaliste. Ma l'ho detto, e il rappresentante delle forze dell'ordine. L'ho detto perché io c'ero stato a Casal di Principe più volte ed erano persone che avevo incontrato regolarmente. Je l'ai dit parce que je m'étais rendu plusieurs fois à Casal di Principe et c'était des personnes que j'avais rencontrées à chaque fois. Se io vedo Casal di Principe tutta in quel modo, non capisco perché 2 anni dopo il film a Casal di Principe diventi sindaco un medico anticamorra. Si je ne vois cette réalité-là que comme elle est représentée dans Gomorra, enfin, si on la voit comme ça, on ne peut pas comprendre comment 2 ans après... un medico, 2 anni dopo il film. Comment 2 ans après le film, un médecin anti-Camorra a été élu à la tête de... Un medico anticamorra, conosciuto come medico anticamorra, vince col 66% voilà. Dei voti. Connu comme étant un médecin anti-Camorra qui a gagné avec 66% des voix. E uno dice, ma quel 66% ci sarà da qualche parte. Et donc on se dit, no? Mais ces 66%, ils vont bien les chercher, il est bien allé les chercher quelque part, donc il y a bien quelqu'un qui a voté pour lui. E quello che si vede, io l'ho provato anche stasera, questo meccanismo di fare un universo totale, dove ci sono soltanto clan contrapposti, che è il meccanismo del padrino anche. Alors, donc, et c'est quelque chose que j'ai éprouvé à nouveau en voyant l'épisode ce soir, donc une représentation uniquement totale, uniquement focalisée sur les clans, des clans qui s'opposent, et qui est la représentation du parrain aussi. Siccome noi siamo naturalmente portati a vedere il confronto tra il bene e il male.
Et nous, on est naturellement porté à voir l'opposition entre le bien et le mal. Adesso, vedendo questo, non ci siamo dispiaciuti perché è stato ucciso Attilio? Et dit maintenant, en voyant ça, est-ce qu'on n'a pas tous été tristes qu'Attilio ait été tué? Non abbiamo parteggiato per Ciro? Est-ce qu'on n'a pas supporté Ciro? Nel Padrino succede la stessa cosa. Si sta con Don Vito Corleone. C'est ce qui se passe dans Le Parrain. On est avec Don Vito Corleone. E questo non è un bel effetto, perché io sono portato a tifare, a fare il tifo, a sostenere uno dei due clan. Il dit, et ça, c'est pas bien, parce que du coup, on est naturellement porté en fait à soutenir un des deux clans. Alors, je partage évidemment cette idée qu'il y a une façon de rentrer complètement à l'intérieur du clan. Et là, je pense que c'est un effet voulu pour des raisons que vous expliquiez, c'est-à-dire des raisons purement cinématographiques, si on peut dire. Je précise, puisque vous évoquiez Nando de la Chiesa, le parrain. Le premier parrain, vous savez qu'il a été fait justement avec le contrôle de la mafia new-yorkaise. Donc c'est en effet un problème à chaque fois qu'on a ce genre de film de mafia, c'est qu'on se trouve devant une situation où on est obligé pour des logiques même cinématographiques de créer des sortes de héros, et ces héros sont en réalité des mafieux. Si on n'est pas dans le choix d'utiliser les armes de l'antimafia ou de la société civile ou tout ce qu'on peut trouver de positif dans la société. Moi, quand j'ai vu le film Gomorrah, je suis sorti, alors j'ai été peut-être plus rapide et plus naïvement rapide que vous, je me suis dit, mais ce qui est horrible, c'est que c'est vraiment un univers tellement noir qu'il n'y a aucun espoir, aucune espérance. Après, je me suis dit qu'au fond, pour beaucoup de gens tout de même qui sont à Scampia ou Secondigliano, mêlés au clan, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas mêlé au clan dans ces univers, je pense qu'en effet, il est peut-être bon de montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance tout de même. Alors vous avez cité en effet Casal di Principe, qui est maintenant avec une mairie d'un médecin anti-Camorra, mais néanmoins, on ne peut pas nier que continue cet univers camorriste, même s'il n'est pas aussi puissant qu'il a pu l'être vis-à-vis des institutions. C'est peut-être ce qui peut aussi expliquer les mutations qui se sont dessinées depuis une dizaine d'années. Pour résumer, je prendrai le mot d'un chef de la police en Sicile qui me disait jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le boss pouvait se trimballer quasiment la main dans la main avec le dirigeant politique local. Maintenant, ce n'est vraiment plus le cas. Il se cache. Donc, on a quand même des évolutions positives. Peut-être que c'est pas l'objet d'un film sur disons, d'un film de divertissement sur la mafia. Et on peut du coup poser la question, faut-il faire des films de divertissement sur la mafia? C'est un vrai problème moral, ça, je ne le nie pas. Mais je pense que là, cette série, elle avait pour objet de montrer une faïda, comme on dit à Naples. Pour les étudiants en droit, ils connaîtront ce mot, puisque c'est un mot en fait du vieux droit germanique, la faïde, c'est-à-dire la lutte entre des clans. Et là, on exprime, on évoque, on montre une de ces faïdes, la faïda de 2005, entre un clan très bien installé, représenté par Paolo Di Lauro, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, c'est celui qu'on voit, le chef très, très dur, très viril, très, très fort et très sûr de lui. Et puis, ce que l'on va appeler les scissionnistes, c'est-à-dire ceux qui vont s'opposer à lui, à cause, enfin je crois qu'on l'évoque par la suite dans les épisodes suivants, à cause de l'arrestation du chef Di Lauro et ce passage de témoin à son fils qui est un incapable et qu'on a vu là dans l'extrait qui est en boîte de nuit et qui bon. J'y vois quand même un élément positif, pardon, pour essayer de défendre tout de même un peu la série, c'est qu'on a quand même la possibilité de rentrer dans un univers qui, par exemple, pour un téléspectateur français, est un univers totalement étranger, totalement inconnu. Et on comprend un certain nombre de choses qui peut-être ne seraient absolument pas saisies
par le téléspectateur. On comprend ce que veut dire par exemple un contrôle de territoire. Vous avez vu à un moment, il y a cette scène en discothèque et on arrête, on essaye de calmer le chef, enfin le fils du chef, parce qu'on lui dit on n'est pas sur notre territoire. Vous voyez, ce sont des choses, ce sont des signes qui sont assez intéressants. Et on voit de manière assez vériste des mécanismes de guerre, carrément, de ce point de vue-là. Mais je le reconnais, il y a forcément, comme dans tout mécanisme cinématographique, une identification. Et là, on s'identifie à ce jeune homme qui perd son père, alors que ce sont tous les deux de véritables criminels. Mais je pense qu'on les montre quand même comme des criminels. Voilà, bon, c'est pas une réponse d'une clarté absolue, parce qu'il y a une forme d'ambiguïté toujours vis-à-vis de ces films de gangsters, au sens large, parce que ça appartient à cette catégorie des films de gangsters. Je suis assez d'accord, parce que je trouve que peut-être l'un des points forts de la série, j'ai parlé un peu de ses faiblesses, mais l'un des points forts de la série, c'est que précisément, elle n'a pas forcément de point de vue moral sur ses personnages. C'est très net, notamment avec le personnage de Chiro, qui est un personnage très très ambigu, et même le personnage de Gennaro, qui va connaître une évolution assez notable dans les saisons ultérieures, est un personnage qui est façonné, qui est travaillé, donc il y a une écriture des personnages qui, je trouve, n'est pas très manichéenne, justement, et je trouve que c'est plutôt un point fort de la série, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire qu'on peut se prendre de sympathie effectivement pour les mafieux, ce qui pose un problème de représentation mentale après du spectateur. C'est ce qu'on appelle en fait en esthétique la diégèse, c'est-à-dire qu'en fait on essaie d'être dans une œuvre dialogique avec le spectateur, et le néoréalisme italien, qui est un grand courant cinématographique, a justement essayé de jouer là-dessus. Donc la série Gomorrah en fait s'inscrit complètement dans cette logique-là, et de ce point de vue-là, elle est assez intéressante. Je voudrais revenir juste sur la question de l'écosystème économique et politique, du coup, à la fois au niveau local et à la fois au niveau international. Vous avez abordé le fait que des dynamiques positives s'installaient et qu'on arrivait à avoir des gens anti-mafia qui étaient élus à la tête de conseils municipaux. Néanmoins, c'est pas du tout la majorité des conseils municipaux. Paradoxalement, alors que économiquement, les territoires qui sont contrôlés par la mafia sont des territoires extrêmement pauvres. Le taux de chômage des territoires urbains mafieux sont à peu près de 20%, et dans les quartiers qui sont montrés comme la Scampia ou San Gandigliano, c'est autour de 50 ou 60%. Donc je m'interroge sur pourquoi les populations en fait ne se soulèvent pas, entre guillemets. Est-ce que l'écosystème est tellement puissant qu'aujourd'hui, alors qu'on a, comme on disait, une forme de libération de la parole, est-ce que vraiment on a un phénomène politique qui est fait pour durer, ou est-ce qu'on peut être optimiste ? Je ne sais pas, je m'interroge. Et après, c'est la dimension internationale, c'est-à-dire que la série le montre assez peu, on le voit un petit peu dans la saison 3, là encore, lorsque Chiro est en fuite, mais aujourd'hui, les organisations mafieuses sont surtout des organisations transnationales. Je crois qu'en Italie, on estime que c'est à peu près 130 milliards ce que produit la mafia, ça fait 10% du PIB italien de mémoire. Donc du coup, on voit bien qu'il y a une puissance économique qui est extrêmement forte, qui s'internationalise, et du coup, est-ce que ça complique pas la lutte contre ces phénomènes-là ? C'est-à-dire que Gomorrah nous montre quelque chose de très localisé, mais finalement, le phénomène est beaucoup plus large aussi. Est-ce que c'est pas ça la difficulté aujourd'hui à montrer et pour lutter contre ? Ma io ho dei problemi a pensare che questo sia il neorealismo. Il a quelques problèmes à penser que c'est du néoréalisme. Perché il neorealismo ha avuto dei grandi meriti nel raccontare le cose vere che non bisognava far vedere. Parce que le néoréalisme a eu le grand mérite de raconter des choses vraies qu'il ne fallait pas faire, Perché nuocevano all'immagine dell'Italia, questo era la ragione dell'avversione dei governi di allora verso i film neorealisti. C'était ce pourquoi les gouvernements de l'époque... Ma noi stiamo dicendo di una cosa che non tiene la realtà dentro. Nous, on est en train de parler de quelque chose qui, en fait, ne représente pas la réalité. E non la realtà povera o ricca, la realtà anche povera. On ne parle pas de réalité pauvre ou riche, on parle de réalité tout court. Quello che è la sorpresa, cioè se fosse realista, noi non avremmo la sorpresa andando sul posto e dire ma allora non è vero che è tutto così. C'est pour ça qu'on est io mi ricordo le facce dei miei studenti, dice ma questa è Scampia.
Il dit c'est pour ça que quand on va dans ces territoires, on est vraiment surpris parce qu'en fait on se dit mais en fait c'est pas ça. Il y a autre chose. Et je me rappelle les visages de mes étudiants totalement surpris qui disaient mais en fait c'est ça Scampia. Questo è un problema. Io credo che non ci sia soltanto il tema della rappresentazione della mafia o della camorra, perché sono cose diverse, che esce attraverso il film. Donc ça c'est un problème qu'il n'y a pas seulement la représentation della rappresentazione che esce attraverso il film della camorra o della mafia. Voilà, la représentation donc de la mafia ou de la camorra qui ressort du film. Il problema che si incrocia è la nostra rappresentazione della mafia e della camorra. Voilà, tout ça, ça croise le problème de notre représentation de la mafia et de la camorra. Perché nelle nostre ricerche, sono ricerche sul campo, non sui libri, nelle nostre ricerche sul campo, per esempio, troviamo nel nord dei contesti di mafia e di 'ndrangheta ricchi. Alors, tout ça, en fait, s'oppose à ce que nous, le résultat de nos recherches. Je précise que Nando Dalla Chiesa est le plus grand chercheur en termes de mafia d'Italie. Ho detto che insomma, è il ricercatore più prestigioso che c'è, insomma, che ha ormai... È il gruppo, no? Sì, voilà, il a un groupe. C'est un groupe, mais les travaux sont d'une richesse immense. Il est trop modeste pour le dire, je le dis pour lui. Ha detto che è troppo modesto per dirlo, quindi lo dico io al posto suo. Però, donc, je confirme. Voilà, mais donc que les travaux de recherche montrent une présence très très forte, par exemple de la 'ndrangheta dans le nord du pays, dans des zones qui sont riches. Noi abbiamo contesti progrediti dove si mettono radici i clan della 'ndrangheta. Ils s'enracinent dans des contextes qui sont très avancés. Non soltanto dei contesti poveri. E, ripeto, magari nei contesti poveri non è neanche detto che vincano elettoralmente. Mentre nei contesti ricchi a volte vincono elettoralmente. Alors dans les contextes, dans les zones pauvres, c'est pas évident que. Perché conto sulla traduzione. Ok. Dans les contextes, dans les. Vous m'avez fait perdre le fil là. Oui, que dans les territoires pauvres, c'est pas évident en fait que ce soit voilà, c'est pas tout ça ne se traduit pas forcément par des victoires électorales. En fait, il n'y a pas forcément une alliance qui se traduit, qui est victorieuse, on va dire, d'un point de vue politique, voilà. Alors que dans le Nord, la collusion qui se fait avec la politique, généralement, est malheureusement victorieuse. C'est pas très bien traduit, mais c'est l'idée. Buonasera, signore. Buonasera. Benvenuto in Lyon. Bonsoir, bienvenue à Lyon. Voilà. Donc, moi, ma question porte un peu sur ce que vous avez dit au début, sur cette utilisation de l'image, voire un peu trop, et aussi du terme et de la parole de la mafia. Est-ce que c'est justement cette, entre guillemets, surreprésentation ne participe pas à l'entretien du mythe et de la légende que nous, les étrangers, les non-italiens, on peut avoir, notamment avec la figure Al Capone, Totorina, ou encore Don Vito. Enfin, on a cette représentation. Est-ce que ces séries et ces films sur la mafia n'entretiennent pas involontairement, du coup, le mythe que peut représenter la mafia italienne d'avant, mais comme celle d'aujourd'hui avec la Cosa Nostra et la Camorra. Voilà, merci. Alors, je pense que c'est un petit peu ce que le propos du professeur Dalla Chiesa tout à l'heure. Mais effectivement, moi, je considère qu'il y a ici une identité narrative, c'est ce qu'on appelle en philosophie une identité narrative, c'est-à-dire qu'on a volontairement, peut-être de manière inconsciente, pas forcément je disais volontairement, mais peut-être de manière inconsciente, on a construit en fait une mythologie clairement en œuvres cinématographiques et sérielles autour de la mafia. Il y a assez peu d'œuvres, par exemple, sérielles qui propose une figure assez complexe de la mafia, c'est quand même toujours un peu pareil. Et c'est pas en soi forcément surprenant. La question en fait littéraire
longtemps montré ça. Elle se construit autour de fictions, que ce soit les fables, Ésope par exemple, ou autour des mythes. Et effectivement, il y a, on va dire, une mythologie mafieuse qui s'est construite dans l'univers cinématographique dans un premier temps, puis dans l'univers sériel, qui se repose grosso modo autour de la notion de clan, de la notion de territoire. Effectivement, ça revient assez souvent, la lutte pour le territoire, sans doute parce que la mafia est comprise comme une forme d'État dans l'État, ce qui renvoie après à des questions juridiques sur la question du pluralisme juridique. Si je prenais mon autre casquette, on pourrait faire de longs débats là-dessus sur l'ordre juridique et le pluralisme juridique chez la mafia. Mais la notion même de pluralisme juridique est née de l'étude de Santi Romano, en connaissant les situations siciliennes. Tout à fait. Mais je me permets juste d'interrompre, non pas pour aller contre ce qui a été dit et ce qui a été demandé, mais il ne faut pas non plus quand même oublier qu'une grande partie des éléments qui ont été montrés relèvent d'enquêtes judiciaires. C'est-à-dire que le livre Gomorrah n'a rien appris à personne. En réalité, tout était déjà dans des travaux, enfin des recherches et des enquêtes judiciaires. Et la grandeur du livre a été son élément de traitement romanesque, si on peut dire, de mise en scène, qui a permis à des milliers de personnes, tout d'un coup, de s'intéresser à un phénomène qui, jusqu'à présent, qu'ils ne regardaient pas. Il y a eu une passion pour la mafia en France, pour la Camorra en France, après la publication de Gomorrah, là où 2 ans avant la publication de Gomorrah, personne ne s'intéressait à ces questions-là qu'on considérait comme sordides. Donc en réalité, cette dimension de mise en scène a ses aspects négatifs, mais a aussi ses aspects positifs. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'un coup un intérêt nouveau sur des choses qui, il faut quand même le dire, ne sont pas des pures inventions. Je veux dire que la question du contrôle de territoire, la question des clans, toutes ces questions-là existent réellement. Elles ont été bien établies par des centaines, des sociologues, comme Nando de la Chiesa, et puis de nombreuses enquêtes judiciaires. Donc c'est peut-être dans certains pays, je ne voudrais pas encore une fois ramener tout à notre situation, mais où il y a peu d'enquêtes sur ces questions-là, que peut-être on ignore les réalités. Donc le fait de les connaître n'est pas non plus toujours totalement négatif. Le vrai problème que a soulevé très justement Nando de la Chiesa, c'est le phénomène d'identification. Ça, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Depuis le premier Gomorrah, le film, il y a un problème d'identification. Bon, mais ça, c'est le point de vue du réalisateur qui doit être interrogé. Posso dire? Io sono d'accordo che il libro ha prodotto questo effetto. Il libro ha avuto un immenso successo. Ha avuto il merito di accendere i riflettori su una questione che non era molto considerata in Italia. Io credo che, anzi, proprio la sconfitta dei casalesi sia stata anche dovuta al successo mondiale del libro, perché ha costretto le autorità italiane a non disinteressarsi di Casal di Principe. Alors, le grand mérite du livre est effectivement d'avoir mis ce problème au centre de l'attention. Et la défaite du clan des Casalesi est certainement due au succès du livre. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas pu faire comme si de rien n'était, n'ont pas pu regarder ailleurs et ont été un peu obligées de se saisir du problème à bras-le-corps. Et donc d'engager une répression qui a été assez féroce. E questa rappresentazione cinematografica, questa serie costante che si produce televisiva negli anni, diventa un'altra cosa. Cette représentation sérielle qu'on voit à la télé, qui continue au fil des années, devient autre chose. Mais c'est un débat qui existe dans le monde des critiques sérielles notamment, pas que sur la mafia. Aujourd'hui, il y a un très fort débat sur la représentation des narcotrafiquants dans le monde sériel, où si vous regardez Narcos, vous trouvez que Pablo Escobar, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Et le fait qu'on multiplie les séries sur les narcotrafiquants, là aussi, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait sur la mafia, c'est-à-dire qu'il y a eu une première série un peu phare, et ensuite ça se développe, et on s'interroge beaucoup sur la représentation
représentation et sur l'image que ça renvoie, parce que, notamment dans l'image des plus jeunes, on sait l'effet délétère que ça peut avoir, et d'un point de vue cinématographique, on se rappelle tous de l'impact que Scarface a eu sur tout un tas de générations de jeunes. Scarface. Voilà, exactement. Et on s'interroge sur est-ce que les œuvres de série, qui sont largement diffusées mondialement, ne vont pas avoir, lorsqu'elles parlent de la mafia ou du narcotrafic, les mêmes influences que ce genre de film. Mais il y a eu des rappeurs français, leur nom m'échappe, je ne suis pas un grand spécialiste du rap, mais qui ont tourné dans les velles de Secondigliano et Scampia, et qui se sont réclamés de Gomorrah. Donc c'est devenu le nouveau Scarface. De ce point de vue-là, donc je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une théâtralisation de la violence qui est problématique et qui, paradoxalement d'ailleurs, est aussi utilisée par les mafieux eux-mêmes. Je me souviens d'avoir discuté avec des spécialistes des cartels mexicains et qui évoquaient justement, on est arrivé là à une théâtralisation extrême de la violence. Je ne sais pas si je veux raconter ce qu'ils m'évoquaient, mais ils avaient découpé des personnes et ils avaient cousu à leur place de la tête des têtes de cochons. Et ils avaient fait ils les avaient photographiés, ils les avaient placardés sur toute la ville de Ciudad Juárez, afin de montrer, voilà, ici c'est évidemment nous qui commandons. Donc vous voyez, cette question du contrôle de territoire, elle est hélas une très grande réalité. Maintenant, est-ce que le cinéma doit accompagner ça ? Je pense que tout simplement c'est le succès qui a fait qu'il y en a de plus en plus, et il est important en effet de souligner que ça peut être paradoxal et même problématique, hein. Peut-être d'autres questions de la salle ? Beaucoup questions où beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que vous avez un bout de tissu vert au Perché ha poignet. il tessuto verde? Nastro me l'ha messo stamattina una studentessa di una scuola di Lione, perché lo porti fino a venerdì che c'è la manifestazione per la salute del pianeta. Voilà, c'est une élève qu'on a rencontrée ce matin à la Cité internationale et qui lui a donné... Me l'ha messo lei al polso. C'est elle qui lui a mis, et lui a dit de bien le garder jusqu'à vendredi, jusqu'à la marche sur le climat. Bonjour. J'avais une question par rapport justement aux réponses que sont apportées par l'Italie quant à ce fléau qu'on nomme la mafia. Vous avez parlé de cette organisation qui était clanique. Vous avez aussi parlé du sentiment que nous donne justement le fait de visionner toutes ces séries. C'est un sentiment presque d'une situation inéluctable, face à la situation. Donc, quels sont les dispositifs peut-être juridiques ou autres que met l'Italie en place pour lutter contre la mafia? Beh, io credo che l'Italia sia all'avanguardia nella costruzione di strumenti sia dell'antimafia giuridica sia dell'antimafia sociale. Je pense que l'Italie est à l'avant-garde dans la construction d'instruments juridiques, mais aussi pour une antimafia juridique et une antimafia sociale. Quindi in genere noi indichiamo due capisaldi. Uno è il reato, l'istituzione del reato di associazione mafiosa, e l'altro è quello del sequestro et de la confisca dei beni. Alors, il y a deux points qui sont fondamentaux, hein. C'est le délit d'association mafieuse, c'est-à-dire juste le fait, l'appartenance seule peut être sanctionnée, hein, et le fait qu'on soit reconnu comme étant mafieux entraîne un processus de confiscation puis de séquestration des biens. E poi la possibilità, perché è stata una legge successiva, dell'uso sociale dei beni confiscati. Voilà. Ces deux pendants-là sont contenus dans une même loi qui date de 1982. Et en 1996, il y a eu une loi pour instaurer la réutilisation sociale des biens confisqués à la mafia. Perché questo ha degli effetti non soltanto punitivi, ma dei grandi effetti simbolici, positivi. Parce que cela a des effets non seulement répressifs, mais surtout des effets très positifs, hein, sur... Effetti positivi, simbolici, positivi. Ah, voilà, très symboliques et très positifs.
Oui, s'il y a vraiment des spécialistes français de la criminalité organisée, ils se diront mais ça existe aussi chez nous. Alors je veux juste préciser, d'abord pour ce qui concerne le séquestre, ça existe depuis très très peu de temps, et puis c'est 1/10 de ce qui se passe en Italie, même plus que 1/10, c'est vraiment ridicule les séquestres des biens chez nous. Et par ailleurs, la singularité, mais bon là c'est un peu juridique, mais la singularité de l'association mafieuse, c'est pas simplement le fait d'appartenir, parce que ça nous on a l'association de malfaiteurs, mais c'est la définition même, et je rentrerai pas dans les détails, mais la définition même de l'association mafieuse qui permet d'aller beaucoup plus loin que dans le critère de l'association de malfaiteurs, et qui a donné, à partir justement des années 80, puisque cette loi c'est une loi de 1982, donc c'est en fait assez récent, hein, cette existence d'un délit particulier, parce que les Italiens s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas les instruments juridiques pour pouvoir lutter contre la mafia, et donc ils ont décidé en 1982 de se doter de cette législation particulière qu'on appelle la loi Pio-La Torre, qui a introduit le délit d'association mafieuse, et c'est ce qui, à partir du milieu des années 80, a permis la constitution d'un pool anti-mafia à Palerme, et qui a mis en scène le maxi-procès, ce fameux célèbre maxi-procès de 1986, qui a permis de quasiment arrêter, ou en tout cas de condamner, parce que certains ils sont restés en cavale, l'essentiel de Cosa Nostra. Et c'est ce qui a permis de comprendre aussi comment fonctionnait, grâce à un certain nombre de repentis, parce qu'il y a aussi ce phénomène des repentis qui est très important dans la législation italienne. Nous, on l'a depuis 3-4 ans, enfin très peu, et je crois que nous avons un repenti, un seul en Corse. Donc cet élément... Alors évidemment, il y a parfois, parce que c'est toujours pareil, il y a aussi quelques éléments qui se sont retournés, qui sont négatifs dans la législation italienne. D'abord, il y a eu le phénomène des faux repentis. Puisque beaucoup de mafieux ont eu l'intelligence de se dire tiens, tu viens de te faire arrêter, tu racontes n'importe quoi, ça permet de délégitimer les autres repentis, les vrais repentis. Il faut bien comprendre que les mafias, c'est des gens, en tout cas pour ceux qui en sont les dirigeants, extrêmement astucieux, extrêmement, je dirais pas brillants, mais en tout cas extrêmement pervers et très, très forts dans ce genre de jeu. Et puis... une partie de cette question des biens confisqués est parfois problématique, mais là je laisserai Nando de la Chiesa le dire, parce qu'il a écrit beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est parfois difficile de saisir une entreprise, parce que l'entreprise peut être possédée par la mafia, mais être une entreprise à peu près légale et normale. Et donc qu'est-ce qu'on fait du sort de ces salariés quand parfois, une fois que cette entreprise est... prise, transformée en une entreprise légale, et où on a ôté la possession par les chefs mafieux, eh bien cette entreprise se trouve dans une situation difficile où parfois elle a du mal à trouver des contrats. Elle se trouve un peu dans la ligne de mire du bassin économique local qui, lui, considère qu'on ne faut plus traiter avec elle. Donc ça pose d'énormes problèmes tout de même, cette question de séquestre. Et aujourd'hui, tout n'est pas parfait dans cette législation. Voilà. Mais comme il y a eu beaucoup de travaux de Nando de la Chiesa là-dessus, je vais lui laisser la parole. Ci sono dei problemi che sono collegati con la confisca, che è una misura che è stata... Adesso però andiamo molto nel tecnico, è una misura che è stata molto sviluppata, non soltanto con le leggi, ma con la giurisprudenza. Alors, il y a eu effectivement des problèmes avec la confiscation des biens, qui est une mesure qui a été très développée, pas seulement avec les lois, mais surtout par la jurisprudence. Ed è vero che le imprese che vengono, se c'è un errore, soprattutto se c'è un errore, perché la confisca può arrivare prima e anche indipendentemente dalla condanna penale la confiscation peut arriver avant et même de manière indépendante à la condamnation du propriétaire. Donc du coup, il est possible qu'il y ait des erreurs. Ci sono dei problemi, non si sono presentati spesso, diciamo. C'est quand même été très Il problema rare. vero è quello di che cosa si fa non del bene confiscato, perché non è che si confiscano solo le imprese, si confiscano i terreni, si confiscano le case,
e quelle si riesce a trasformarle in fonte di nuova attività e di nuovo lavoro. Alors, le problème ne se pose, enfin, la confiscation ne s'applique pas qu'aux entreprises, ça s'applique aux terrains, aux maisons. Hein, et là, la réutilisation sociale, c'est-à-dire le fait de leur donner une nouvelle activité, une nouvelle vie, se fait beaucoup plus facilement. Poi c'è il problema delle piccole imprese che possono essere confiscate. Noi abbiamo fatto una ricerca per la Commissione europea sulle imprese confiscate per vedere a che condizione possono continuare a vivere. Alors, nous avons fait une recherche pour la Commission européenne sur ces petites entreprises pour voir à quelles conditions elles peuvent continuer à exister. E abbiamo visto che non è impossibile, anzi metà del campione che abbiamo analizzato ce l'ha fatta a rientrare nel mercato, perché non era particolarmente difficile se c'erano tutte le condizioni dell'aiuto pubblico per tornarci. Et que même la moitié de ces entreprises ont réussi à réintégrer le tissu économique parce qu'il y avait des politiques publiques qui étaient mises en place justement pour les accompagner. Senza che perdessero l'occupazione i dipendenti. Sans que les employés perdent leur travail. Se c'è una grande impresa, la cosa è più difficile, perché non la può prendere una cooperativa di giovani. E quindi vanno studiate dei meccanismi che salvino le grandi imprese, e questo è il tema che si sta discutendo. La legislazione italiana sta cercando di affrontarlo, c'è un dibattito giuridico molto interessante. Come fare a confiscare un'impresa e rimetterla sul mercato se è una grande impresa. Quindi sono una serie di soluzioni che vengono immaginate, anche quella di affiancare... ma ricorda tutto, è timidissima. Non, le problème c'est justement les grandes entreprises, donc comment faire, puisque là, vu qu'elles sont plus grandes, c'est plus difficile que des jeunes, par exemple, s'en emparent pour faire une coopérative ou donc réinventent quelque chose avec cette entreprise. Et du coup, il y a une vraie réflexion politique pour savoir comment faire avec ces grandes entreprises e mi sono fermata al... È possibile inserire dentro l'impresa, che rimane così com'è, delle persone che si prendono la responsabilità di, usiamo questo verbo, di traghettarla verso la legalità. Voilà, et donc du coup, ce qui est à l'essai là, c'est de mettre des gens à l'intérieur de cette entreprise pour la ramener dans la légalité. Però il problema c'è, è complicato. C'est un problème qui existe et qui est compliqué. Però la scelta di confiscare i beni e le imprese è stata molto importante. Anche l'idea che può essere confiscata anche se non è intestata al mafioso. Perché ovviamente c'è il prestanome. Voilà, donc cette mesure même de confiscation des biens et des entreprises est donc très importante et significative, puisque on peut confisquer l'entreprise même si le bien est au nom de quelqu'un d'autre, hein, parce que vous savez évidemment que les boss mafieux utilisent des prête-noms et voilà, ces prête-noms ne sont pas un obstacle pour confisquer tout de même l'entreprise si le lien est avéré évidemment avec un boss. Il y a eu aussi un autre instrument juridique dont on n'a pas parlé, qui est la dissolution des conseils municipaux. Je crois qu'il y a à peu près 200 conseils municipaux qui ont été dissous lorsque les liens étaient avérés avec la mafia. Je voulais savoir du coup si c'est quelque chose qui aujourd'hui existe encore, et est-ce que c'est efficace? Ça existe évidemment encore. Le problème, c'est que ce qu'on constate, mais Nando nous le dira mieux, mais c'est qu'on constate que c'est souvent les mêmes conseils municipaux qui, à plusieurs reprises, sont dissous pour infiltration mafieuse. Donc on se rend compte qu'il y a une phase où il est dissous, il y a un administrateur, il y a de nouvelles élections, et on se retrouve dans la même situation. Ce qui signifie quoi, d'ailleurs? Parce que c'est intéressant de regarder géographiquement, en réalité, où se trouvent ces conseils municipaux dissous pour infiltration mafieuse. Et on a là, avec cette carte, si vous voulez, quelque chose qui nous montre bien
les zones vraiment d'infiltration et de présence mafieuse. Et d'ailleurs, et ça confirmera ce que vient de dire Nando de la Chiesa au début, c'est pas uniquement dans le sud. On le voit aussi, bon c'est faible, mais dans quelques points du nord. J'ai souvenir d'une station de ski où moi j'allais skier jadis, Bardonecchia par exemple, une petite ville à côté de Milan qu'il doit bien connaître, Buccinasco, etc. Non, il n'a pas été dissous, c'est vrai, mais il y a une infiltration très, très présente. Mais on voit très bien qu'il y a vraiment des zones plus fortes que d'autres, c'est-à-dire que dans le sud, tout n'est pas infiltré complètement. Voilà. Sì, a me è capitato recentemente di dire davanti a un prefetto, perché è il prefetto che decide lo scioglimento dei consigli comunali, che secondo me in una parte della Lombardia c'erano almeno 10 comuni che dovevano essere sciolti e non erano sciolti. J'ai récemment dit à un préfet, puisque c'est eux qui décident de la dissolution de l'administration publique, donc du conseil municipal, qu'il y avait en Lombardie au moins une dizaine de communes dont le conseil municipal devrait être dissous. Lombardie, c'est la région de Milan. Perché, oui. Non, mais... Ah, pardon. Oui. Perché alla Lombardia non fa piacere se sciolgono i consigli comunali per mafia. Parce que en Lombardie, ça ne fait pas plaisir qu'on dissolve des administrations publiques, des conseils municipaux pour infiltration mafieuse. E quindi ci sono problemi anche da quel punto di vista. Per esempio Buccinasco non è mai stato sciolto. Donc là, c'est un problème aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'une petite ville sur Buccinasco, comme Buccinasco, sur laquelle Nando a publié une étude très intéressante, et justement, malgré les infiltrations mafieuses qui ont été démontrées, ce conseil municipal n'a pas été dissous. Moi j'ai une dernière question, une toute dernière. Pardon, il y a une question. J'ai pas vu. Je vois rien du tout, je suis désolé. Non, c'est vede. Faccio la domanda a Nando della Chiesa in italiano, poi dopo la traduciamo in francese. Volevo sapere, ritornando alla nostra serie, no? Di prima, giustamente quando è molto difficile per noi italiani, la ringrazio di aver spiegato così bene questa storia delle serie che non rappresentano la realtà interamente, di queste realtà italiane locali che sono così importanti che non possono essere, è difficile spiegarle agli stranieri in Francia così, e quindi c'è una confusione come prima fra il neorealismo invece e queste rappresentazioni un po' diciamo false. Io volevo sapere lei personalmente, i suoi studenti, che cosa ne pensano di queste serie et perché hanno tutto questo successo. Ah, c'est à moi de traduire, d'accord. Si vous voulez, je vais le dire en 2 mots. En fait, vous avez expliqué le succès de ces séries. Nando della Chiesa dit que ces séries ne représentent pas la réalité, et c'est justement juste un aspect. En fait, cette série-là, elle peut être tournée dans n'importe quelle ville, quel quartier du monde, et en fait on ne représente pas la réalité, et Nando della Chiesa nous explique justement qu'il y a énormément de réalités locales en Italie qui combattent mais qui sont très très actives, et c'est très difficile d'expliquer tout cela en France, à l'étranger, et donc il a très bien expliqué, et maintenant je voulais savoir lui qu'est-ce qu'il en pense du succès de ces séries-là et ses étudiants aussi. Dunque, io cerco di insegnare agli studenti a fare la ricerca sul campo. Moi, j'enseigne à mes étudiants de faire leurs recherches sur le terrain. E ho spiegato loro che la cosa più importante è osservare il principio di Erodoto. La storia, per scriverla, bisogna vederla. Et je leur explique que le plus important, c'est le principe d'Hérodote, c'est-à-dire que l'histoire, pour la décrire, il faut la voir. E loro si abituano a fare questo lavoro. Per questo li porto in giro a osservare quelli che chiamo i luoghi della legalità difficile.
Et c'est pour ça qu'il les amène, qu'il les emmène dans ces territoires pour voir ces territoires qu'il appelle des territoires de l'égalité difficile. A volte scoprono delle cose, che le cose non sono così brutte come vengono raccontate. Souvent, ils découvrent que les choses ne sont pas aussi affreuses que comme elles. Voilà, que c'est pas si affreux que. È francese, non è. Non, ma dopo un po' fatica. Altre volte scoprono che le cose sono peggio di come vengono raccontate. Et parfois, ils découvrent qu'en fait, c'est pire. Quindi abbiamo fatto quella scoperta a Casal di Principe, bella. Abbiamo fatto una scoperta brutta a Ostia, quando siamo andati e prima che scoppiasse il problema a livello nazionale abbiamo trovato la presenza dei narcotrafficanti che erano padroni del mare, della spiaggia. Alors voilà, il dit, parfois on a des bonnes surprises comme à Casal di Principe, et parfois on a de très mauvaises surprises comme à Ostia, qui est une petite ville sur le littoral à côté de Rome, où ils se sont rendus non compte... loro direttamente, c'è un sistema di alleanze. E l'abbiamo visto. Ils se sont aperçus que tout le littoral est contrôlé par les narcotrafiquants. Siamo andati a Ostia e abbiamo visto che per 11 km il mare non si vede dalla strada. On a vu que E non ci si può entrare sur 11 se non a km, pagamento. on ne voit pas la mer. Donc on est donc sur le littoral, sur la plage. On ne voit pas la mer et on ne peut rentrer qu'en payant. Però, per esempio, abbiamo fatto la scoperta l'estate scorsa che, ecco, pensando ai film, Mais par exemple, l'été dernier, on a découvert, justement, en pensant au film, che non è vero che a Corleone i ragazzi fanno il tifo per Totorina. que ce n'est pas vrai qu'à Corleone, les jeunes supportent Totorina. Enfin, Noi ci siamo messi con i ragazzi a prendere un caffè nella piazza centrale. on s'est arrêté boire un café avec les étudiants sur la place centrale de Corleone. E pensavamo che tutti ci guardassero con diffidenza. Et on pensait que tout le monde allait nous regarder de travers. Invece Avec sono venuti a ringraziare anche degli immigrati che erano lì in quei giorni a Corleone. Et en revanche, il y a des gens qui sont venus nous remercier, y compris des immigrés qui étaient là. E ci hanno detto grazie perché siete seduti qua, perché tutti pensano che qui si siedano i mafiosi, invece è seduto lei con i suoi studenti. Il dit merci d'être là, merci d'être assis là, parce que tout le monde croit que y a que les mafieux qui s'assoient ici et qui boivent le café sur la place. Or, en fait, c'est vous et avec vos étudiants. Quindi non amano queste rappresentazioni i miei studenti. Donc mes étudiants n'aiment pas ces représentations. Mais je peux me permettre de poser une question à Nando de la Chiesa, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on ait le sentiment que tout est parfait, puisque vous l'avez souligné aussi, il y a des endroits où c'est vraiment pas du tout les mêmes bonnes surprises. Je pense que si vous étiez peut-être allé à San Luca, il n'y aurait pas eu le même type d'approbation aussi unanime. Il y a quand même des zones, je peux en témoigner, où on a quand même des situations extrêmement dégradées, où on a même des gens dans les écoles à qui on peut demander, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et certaines jeunes filles qui répondent je voudrais être femme de boss. Ça, je l'ai entendu, donc il y a quand même une situation qu'on peut souligner comme extrêmement particulière dans certaines zones et régions de l'Italie. Certo. No, ma sono d'accordo. Quando siamo andati... C'est pour dire qu'il n'y a pas que cette vision aussi... No, Ostia non è buona. Non, et pour finir sur Ostia, par exemple, alors en tant que Français, je vous cède tout de suite la parole, parfois il faut aussi lire, parce que par exemple, on peut aller à Ostia pendant des années, ce qui a été mon cas, sans rien comprendre de la situation. Ah, no. A Ostia io ho chiesto la protezione dei carabinieri per i miei studenti, ma non l'ho chiesta a Corleone. Moi, à Ostia, j'ai demandé la protection des carabiniers pour mes étudiants. Par contre, je ne l'ai pas demandé à Corleone. Mentre a Isola di Capo Rizzuto c'era esattamente la situazione che ha descritto il professore. Alors qu'à Isola di Capo Rizzuto, donc Calabria. Oui, Calabria, ma province di. Sì, di Crotone. Voilà, dans la province de Crotone en Calabre, il y a exactement la situation qu'a décrit Jacques de Saint-Victor. Noi dicevamo dov'è il bene confiscato, perché dormivamo là, e tutti facevano finta di non sapere dove fosse.
Nous, on dormait là-bas et on demandait où est le bien confisqué et tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. Dicevamo 'ndrangheta e le stesse associazioni anti-'ndrangheta ci chiedevano di non nominarla. Quand on parlait de Ndrangheta, qui est donc la mafia calabraise, les associations anti-Ndrangheta de cet endroit-là leur disaient justement que c'était bien, ce serait mieux de ne pas la nommer. Perché altrimenti non avrebbero potuto fare il loro lavoro. E noi abbiamo capito che c'era questo problema. Parce que sinon ils n'auraient pas pu faire leur travail. Enfin, ils ne pourraient pas faire leur travail. Donc ils ont bien compris que ce Quindi problème existait aussi. sicuramente è anche così, certo, lo abbiamo visto. In certi posti è anzi quasi impossibile andarci. À certains endroits, il est même pratiquement impossible d'y aller. Alors là, c'est moi qui ai une question, après j'arrête. Faccio io la domanda. E allora, questo dipende dalle mafie. C'è una pericolosità, diciamo, più alta per la 'ndrangheta, o questa situazione descritta da Jacques de Saint-Victor si può ritrovare in parti della Sicilia, in parti della Campania, in parti della Puglia? Je lui demande si on est là face à une situation spécifique de la 'ndrangheta, qui est la mafia la plus dangereuse, enfin qui est perçue comme étant la plus dangereuse, et donc savoir si la situation décrite par Jacques de Saint-Victor peut se retrouver aussi dans des territoires en Sicile, en Campanie ou dans les Pouilles, ou si c'est justement lié à la spécificité et à la dangerosité de la 'ndrangheta. Ci vuole una grande capacità di lettura delle singole situazioni, perché loro spesso ragionano politicamente con una certa saggezza e quindi non fanno nulla a chi arriva lì per 10 giorni. Il faut lire les situations une par une, et parce qu'ils ont une grande sagesse politique, hein. Évidemment, généralement, ils ne font rien à quelqu'un qui vient là pendant 10 jours et qui passe 10 jours là-bas. Altre volte dei clan più giovani possono pensare invece che hanno la possibilità di colpirti. Era quello di cui avevo paura a Ostia. Et en revanche, il y a d'autres endroits où le clan peut se dire que justement il peut frapper, et c'était justement la situation dont il avait peur à Ostia, et c'est pour ça qu'il a demandé la protection des carabinieri. Se uno va in quei paesi, a Isola di Caporizzuto non c'è successo niente. Il y a Isola di Caporizzuto, il s'est rien passé donc en Calabre. Ma io ero certo che non ci sarebbe successo niente. Mais j'étais sûr qu'il allait rien nous arriver. Perché l'andrangheta è una cosa seria. Parce que l'andrangheta c'est quelque chose de sérieux. Per questo dico no, bisogna sapere leggere tutti i contesti, tutti. Il faut savoir lire tous les contextes. Parce qu'à Ostia, i clans sont plus giovani. Sì. Voilà, alors qu'à Ostia, on a des clans qui sont plus jeunes et du coup moins, on va dire, peut-être... Oui, parce qu'en fait, on pourrait, je pense, durer des heures, mais derrière, on a une autre projection. Donc, je voulais vraiment remercier Jacques de Saint-Victor de son expertise, Sébastien Benetoulière pour sa manière de mener les débats et surtout ses connaissances sur les séries. Je pense que c'était fondamental. Et encore un grand merci, Monsieur Nando Dalla Chiesa. Et je vais me permettre aussi de remercier la qualité de la traduction, parce que si on a pu être aussi efficace, c'est aussi parce que Madame Mauge, professeure d'italien, a été là. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.